Mesdames et messieurs, bonjour chers téléspectateurs, bienvenue sur Zone Franche de Canal 3 Bénin. Ces derniers jours, l'actualité reste marquée par un flux d'événements à connotation politique. Vous avez pu suivre certainement la dernière décision de la Cour constitutionnelle qui a recadré les positions à l'Assemblée et dicté la conduite à tenir aux députés à l'Assemblée nationale, mais également a pu éclairer la lanterne des uns et des autres sur des concepts propres au jargon parlementaire. Et je veux parler des concepts de minorité et de majorité. Donc, l'Assemblée nationale au cœur des débats. À côté de cette actualité, il y a aussi le rendez-vous crucial de 2026 et les élections générales, dont la présidentielle qui focalise bien les attentions. Et puis le moment du bilan qui est encore arrivé avec la célébration dans les tout prochains jours du 63e anniversaire de la cession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, la fête de l'indépendance qui se prépare activement dans notre pays. On en parle sur cette émission pour passer au crible le parcours du Bénin pendant tout ce temps. Une heure pour décrypter tous ces pans de l'actualité nationale. Ce dimanche matin, nous recevons pour vous l'honorable Charlemagne Ronfort. Il est député Union progressiste Le Renouveau, coordonnateur UPR de la commune de Semekpodi, haut dirigeant du PRD. Si nous restons dans la logique des réformes qui ont amené le PRD, en tout cas, se fondre dans le grand bloc UPR, il est un haut dirigeant donc du bloc UPR et ancien maire de Semekpodi. Honorable Charlemagne Ronfort, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Et pour animer cette émission d'une heure, je suis avec mon collègue William Cliquant. William, bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Charlemagne Ronfort, bonjour. Bonjour à vous. Vous êtes un ancien haut responsable du Parti du Renouveau démocratique et par ricochet, un très proche de Adrien Roumbédi. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore vous définir comme cela? À l'entame justement de cette émission, je m'en voudrais de ne pas vous remercier pour m'avoir invité à ce débat et vous féliciter pour le travail combien important vous abattez ici et surtout professionnel. Vous souhaitez de succès au groupe. Vous invitez à faire autant à l'égard donc des autres formations politiques, afin de permettre au peuple béninois, ce peuple épris de justice et de paix, d'avoir de différents sons de cloche et de se faire son opinion. Profitez de cette opportunité que vous m'offrez également pour saluer, remercier le peuple dans son entièreté. Et par anticipation, lui dire bonne fête de l'indépendance. Ce peuple, vous savez, a toujours su transcender les différents obstacles et c'est toujours rangé du côté qui, au finish, donne de la visibilité à notre pays. De répondre à votre préoccupation. Oui, le président Adrien Roumbédi n'est pas que leader pour moi, il est un père. Et donc, comme vous l'avez su bien dit, c'est mon maître éclaireur. Et un guide à donc imiter. Donc vous pouvez me définir comme tel, proche de lui. En politique, dans les décisions, dans les conseils aujourd'hui, on vous voit encore très à l'écoute de lui. Est-ce qu'on peut reconnaître à travers vos actes, vos prises de position ou vos opinions politiques aujourd'hui? Je vous ai dit, il n'est pas que leader politique, il est un père. En le définissant ainsi, j'ai tout mis. Et en le déterminant comme, ou le désignant comme un guide, j'ai tout dit. Alors, vous lui vouez certainement fidélité et loyauté, certainement ces qualités, ces valeurs qui vous ont amené au Parlement une première fois lors de la 6e législature, d'élection à la tête de la commune de Semekpodi en tant que maire, et puis votre retour au Parlement pour la 9e législature, c'est sur la bannière cette fois-ci de l'UPR. Comment vivez-vous tous ces allers-retours, tous ces mouvements au niveau des instances de prise de décision de notre pays? Il faut reconnaître que au sein de chaque formation politique, il y a des groupes de dirigeants, enfin un groupe de dirigeants qui définit les actions
amené donc pour le compte de cette formation. Donc au nom de ceux qui comptent, j'en fais, la Providence a voulu que j'en fais partie, et de par cette position, je peux dire que le président Adrien Ngouedji a contribué à un pourcentage important que je ne vais pas moi déterminer. Et donc ça fait de fait que je vis avec succès, avec satisfaction et joie ces allers-retours, pourvu que ce soit une mission confiée donc par l'organe dirigeant. Si c'est mon parti qui m'investit à une tâche, à une mission, je le fais avec, je l'accomplis avec abnégation, loyauté et cœur-joie. Alors, au sein du PRD, votre parti, comment ça se passe ces personnes-là qui doivent porter le flambeau du parti, qui doivent défendre les couleurs du parti lorsque les élections arrivent, si on prend les communales et municipales, si on prend les législatives et même parfois la présidentielle? Vous savez, à l'avantage de l'école du parti, l'organe dirigeant, la direction exécutive, ne s'insinuent pas pour la plupart dans les décisions, dans les choix, mais arbitre lorsqu'il y a conflit. Pour la plupart de ce que je connais, c'est la base qui choisit. C'est la session. La session, c'est au niveau communal qu'on la retrouve. Et donc, c'est pour la plupart les sessions qui choisissent leurs candidats et les proposent, les soumettent, à l'appréciation de la direction exécutive. Ce sont les primaires, c'est une forme de primaire. C'est une forme de primaire. Mais le PRD, nous avons toujours... Oh non, vous savez, le PRD n'aime pas souvent crier sur tout ce qu'il fait. Et si vous voyez le parti tenir durant tout le temps, c'est parce que nous préférons agir que de parler. Et donc c'est cette solidarité fraternelle qui a toujours existé au sein de cette formation politique qui a fait que nous avons résisté à tout. Et ceux qui disent que c'est plutôt une allégeance au maître dont vous avez parlé, Adrien Ngouedji, qui fait ce suivi du mot d'ordre PRD par le passé. Oh, ça supplie trop, ça supplie trop. Il faut l'aborder, le pratiquer pour mieux le connaître. Le président Adrien Ngouedji n'a, durant tout le temps, je l'ai connu, n'a durant tout le temps fait que la volonté de la base. Il lui est arrivé quelquefois d'avoir des difficultés donc pour trancher lorsqu'il y a de conflits. Ce que j'ai toujours admiré en lui, c'est qu'il vous appelle tous pour vous dire son impression de sa position et vous dit de vous retrouver donc pour tirer une conclusion. Et c'est au vu des conseils qu'il vous donne que retour vous-même vous consentez à des choses et puis ça avance. Et donc pour ceux qui n'ont pas pratiqué, ils supputent, ils disent beaucoup de choses parce que c'est un homme énigmatique. Donc pris de par son charisme, ça fait que ça va dans tous les sens dans les commentaires. Un enfant qui est fidèle à son père peut-il dire, enfin, peut-il dire des choses contraires, enfin des choses qui vont le discréditer? Je veux dire que vous considérez le président Adrien Ngouedji comme votre père, celui-là, votre père en politique et tout. Est-ce que vous pouvez dire des choses qui montrent qu'effectivement, parfois, il y a le malaise au sein du parti? Est-ce que tout est nickel parfois lors de ces genres de primaires dont parle William? La vie des hommes, elle n'est pas faite que de succès. Moi, même qui suis ici en train de vous appeler, de vous parler du moins, il est arrivé que je sois victime d'un coup de bas du parti. Le président Adrien Ngouedji n'a pas manqué de me dire, mais Charlemagne, face à ça, qu'est-ce qu'on fait pour avancer? J'ai concédé les choses. De la 6e législature à la 7e, je pourrais retourner à l'Assemblée, mais les vicissitudes, comme vous
comprenez, les vicissitudes de l'existence humaine ont fait que ça n'a pas été moi. Je me suis mis devant pour battre campagne avec loyauté. Et ça n'a pas raté. Les élections communales m'ont consacré maire de la commune de Semipodi, avec l'adhésion de l'ensemble des conseillers communaux. Et puisque au cours de cette élection, le PAD avait 15 conseillers communaux, mais j'ai eu 19 voix. J'ai eu 19 voix sur les 25. Donc il y a eu l'adhésion même des gens qui sont au-delà donc du PAD. Donc ça veut nous dire que le président Adrien Oumédi, tel que je l'ai connu jusqu'à présent, a un esprit démocratique fort. Et je pense aussi que c'est pas sa déformation professionnelle. Magistrat, avocat, et avec tout ce qu'il a eu aussi comme coup politique dans ce pays. Donc ça l'a forgé également, lui a conféré, concédé des expériences propres qu'il a toujours mis au service de son parti. J'espère que cette analyse, cette perception du haut responsable, de l'ancien haut responsable du PRD est la perception d'un militant lambda dans cette formation politique. Vous avez d'ailleurs fait une très belle transition parlant de votre passage à la tête de la commune de Semipodi. Chanoine Renfort, qu'en retenez-vous? Je retiens que la vraie démocratie, elle se retrouve d'abord à la base. Parce que vous abordez les problèmes les plus, comment qualifier, les plus bas. Les plus proches de la population? Les plus proches. C'est-à-dire que vous découvrez en réalité que ceux qui mènent gardent les étalons donc de la démocratie, c'est beaucoup plus les populations à la base. Parce que les débats sont tels que vous vivez l'ambiance, la chaleur de ce peuple. Et aussi de reconnaître que ça vous permet d'avoir une large vue sur, en tant qu'acteur politique, ce que vous pouvez faire lorsque vous accédez à des fonctions plus hautes. Est-ce que, en termes d'impact, en termes de réalisation, quelles sont les choses qui vous ont marqué? Et bien d'années après, aujourd'hui, vous êtes fiers d'avoir laissé ces empreintes-là dans la gestion de la commune de Semipodi? Vous savez, souvent, je n'aime pas parler de moi-même. Et vous êtes loisible de rentrer dans la commune et d'enquêter, de sonder. Donc, cette auto-flagellation ne me qualifie. Donc, alors, j'ai ensemble avec l'équipe qui a travaillé avec moi à renverser la tendance pendant que nous avons pris par là. Lorsque nous contemplons, nous vivons aujourd'hui la réalité de ces infrastructures réalisées en notre temps, c'est avec fierté. Et donc, et à l'équipe qui est là, je leur souhaite plein succès également, et d'emboîter les pas et de faire, pour que chaque jour que Dieu fait, chacun en se succédant puisse quand même donner de la visibilité à cette commune. Oui, mais est-ce que vous avez l'impression que la décentralisation est en train de nous faire du bien véritablement? Vous ne me ferez pas dire le contraire, que la décentralisation telle que pensée doit en réalité nous conduire au réel développement. Mais peut-être que tel que conçu et abordé par les acteurs peut avoir certaines imperfections. Quelles sont les pesanteurs qui empêchent la machine de la décentralisation de bien évoluer? Pour la plupart, il est resté que le personnel, dans tous les cas de figure, n'est pas qualifié pour accompagner donc les élus. Donc le personnel n'est pas dans tous les cas qualifié. Il y en a de qualifiés, il y en a de moins qualifiés. Et donc pour prendre des initiatives, il faut que ça puisse provenir des cadres. Et lorsque dans une administration, le personnel n'est pas qualifié, vous
considérer avec moi que ça peut biaiser à des endroits donnés. Deuxième chose, vous savez que la décentralisation telle que conçue est un dérivé de l'État central. De sorte que lorsque ce n'est pas bien conçu dans la tête et dans le programme du gouvernement sur place, il peut y avoir DIC. Donc, vous avez des difficultés à lever des fonds propres. Bon, enfin, pour les fonds propres qui sont quand même casés dans leur dimension interne, c'est-à-dire que nationale, vous n'avez pas trop de problèmes. Mais pour lever de fonds à une certaine hauteur pour réaliser des projets donnés, vous ne pouvez pas lorsque l'État central n'autorise. Donc c'est les pesanteurs qui ont fait que même d'autres, ayant, avec toute leur volonté, je veux dire, d'aller plus loin, ont été quand même retenus. Mais maintenant, avec tout ce que j'observe, c'est qu'il y a la forte implication de l'État central pour accompagner. Lorsque cette volonté elle est manifeste, ça peut apporter un plus dans le souffle qu'il est recommandé pour amorcer le vrai développement. Justement, de votre position d'observateur aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la réforme structurelle sur le secteur de la décentralisation va corriger un tant soit peu toutes ces difficultés que vous énumérez? Je ne suis pas présentement bien positionné pour en parler. Pourquoi? Parce que je ne vis plus. Donc je ne saurais le dire. Mais ce que je sais que l'État, dans sa réforme, assurément, après examen d'un certain nombre de choses, assurément chercher à améliorer, à parfaire. Mais de la structuration, sinon de la charpente, je crois que de ce que j'entends de la voix, des voix les plus avertis, les conseillers communaux, mais tout pouvoir désormais est donné au SE, ce qui peut enfin un peu, ou freiner un peu les réalisations. Pourquoi? Parce que il y aura un dualisme entre les élus et ceux à qui les pouvoirs sont désormais concédés. Parce que, imaginez, figurez-vous que celui qui est un élu, qui est parti prendre un engagement à la base, de dire, lorsque je serai élu, vous aurez telle école ou telle route. Une fois élu, n'a plus le pouvoir, ça pose problème. Et lorsque c'est un secrétaire exécutif qui ne provient pas de la commune, qui par exemple est mis à qui le pouvoir donné, il ne saura pas par où commencer si les élus ne s'entendent pas avec lui, parce qu'il n'est pas quand même habilité à connaître de la réalité de la commune. Donc, j'estime pour ma part qu'à ce niveau, on peut essayer de régler un certain nombre de choses, mais de donner le pouvoir d'ordonnateur au secrétaire exécutif, j'acquiesce. Et je crois que là-dessus, c'est une bonne décision parce que celui qui est là est beaucoup plus avisé, beaucoup plus qualifié, parce que le poste du maire est un poste politique. S'il n'est pas à même d'apprécier, de connaître même d'abord lui-même le budget, l'exécuter, ce serait du chaos. Et donc, lorsque vous avez à vos côtés quelqu'un de très bien formé et qualifié pour exécuter donc ce pan de rubrique, je crois que c'est à votre salut. Vous voudriez être maire de Sémékodi aujourd'hui avec cette réforme du secteur de la décentralisation. Quand vous peignez le bilan ou la perception que vous avez, rien qu'à entendre les conseillers en poste aujourd'hui, vous voyez certainement quelques petites difficultés. Et quand vous appréciez de l'autre côté de la paire de la Manche le fait que notre administratif soit ordonnateur du budget, est-ce qu'aujourd'hui, Charlemagne-Gonfort, dans un poste de maire de la commune de Sémékodi, vous vous sentirez à l'aise? Ou est-ce qu'à votre époque, s'il y avait un secrétaire exécutif, vous pensez que vous auriez pu impacter vos administrés de la sorte? Vous savez, moi j'avais déjà anticipé les choses
en vivant cette expérience. Moi, je ne suis jamais mis à la place d'un DAF ou d'un secrétaire général pour accomplir mon travail. Donc, je vous dirai simplement que je ne suis pas maire. J'ai fait donner mon avis sur ce qu'il y a en tant que responsable, ayant transité également par là. Si ça peut inspirer à faire quelque chose à ceux qui sont là, je suis député aujourd'hui. Donc, je ne peux pas retourner en arrière pour dire que je commande, pour dire je vais être maire ou ceci. Je me contente de la position que Dieu me donne. Donc, c'est de ça que je veux parler. Je veux parler en tant que parlementaire et non en tant que maire. D'accord. Alors, nous allons revenir un peu à votre parti. On a vu un PRD qui est resté un peu indécis à un moment donné de l'histoire, et puis après a choisi de fonder dans le parti Union progressiste, le Renouveau. Comment ça se passe, cette alliance? Je n'ai pas compris votre question. Alors, je dis à un moment donné, on a vu le PRD qui n'a pas, au lendemain des élections, on n'a pas vu le PRD vite choisir le chemin à prendre, mais après, vous avez fini par adhérer. J'ai compris, vous êtes un curieux. Vous avez fini par adhérer à l'UPR, pendant que certains de vos camarades, anciens camarades, je veux parler par exemple de l'honorable Aranvo Ebla, avaient très tôt fait de partir vers ces blocs-là. À chacun ses expériences, D'abord, nous ne sommes pas allés à l'UPR, nous avons créé l'UPR Le Renouveau. Il faut reconnaître que le PRD a toujours supporté le président Patrice Talon, sans anicrouche. Nous l'avons toujours soutenu, et c'est dans la continuité de ce soutien et au terme des réformes que nous avons choisi délibérément à renforcer donc cette réforme. Après une résistance. Bon, est-ce que c'est une résistance? Même à l'intérieur de l'UP Le Renouveau, le PRD constitue un courant de pensée. Ce n'est pas une résistance. Dans toutes les formations du monde, il y a toujours des courants de pensée. Le PRD, de par la formation de ces cadres, continue d'être le PRD en force de proposition, en termes d'éthique, de morale, de respect de la parole, de la loyauté. Donc, alors, qui ne constitue aucune gêne en vous de voir d'un moment donné le PRD prendre en tant que courant politique à l'intérieur de l'UP, le Renouveau, de prendre des positions et de suggérer des choses pour la bonne marche du pouvoir. Donc, c'est dans la continuation de ce soutien que nous n'avons pas marchandé au président Patrice Talon que nous sommes partis renforcer le système partisan. Vous avez toujours été de la mouvance présidentielle depuis 2016, mais à l'amorcement des réformes, déjà en 2019, on ne vous a pas vu dans la constitution de 2 blocs des partis soutenant la mouvance présidentielle. Ensuite, nous ne vous avons pas vu au rendez-vous. En 2020, vous avez fait solo, comme d'autres partis de la majorité présidentielle, pour aller au communal. C'est aujourd'hui que vous avez finalement décidé de créer ensemble l'Union progressiste, le Renouveau, et que vous constituez toujours un courant de pensée, n'est-ce pas, un mariage forcé pour d'aucuns? Mais vous savez, ce qui est intéressant dans tout ce que vous dites, c'est que vous prêchez souvent le faux pour avoir le vrai, tirer le verre du nez. Mais vous avez très tôt ou très vite fait d'oublier que le PRD a vécu beaucoup d'expériences d'alliance. Nous avons fait, depuis 1990, précisément 91, alliance avec le président Manga. Après, nous avons fait avec Kadounia. Alors, après, nous avons fait avec l'Union Fédération de la Nation. Donc, le PRD est toujours resté dans la dynamique de fédérer ces énergies. Mais là, c'est je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Donc, de fédérer donc, ces énergies avec d'autres forces, courants de pensée qui peuvent le connaître, le comprendre, d'évoluer ensemble. Et aussi, il ne faut pas oublier que en 2015, le président Adrien Ngouidi a été le premier à annoncer les réformes dans son discours d'investiture à l'Assemblée. Et si le président Patrice Talon a cédé au pouvoir suprême en 2016, en empruntant la même voie, je trouve qu'il est resté pour le PRD
d'être serein, d'analyser, de voir avec quelle force faire. Parce que il était déjà annoncé et pensé que le PAD devait avancer avec le bloc républicain. Si le PAD n'était pas un parti, une force de proposition, de façon hardie, on se serait rendu là-bas et après dit que ce n'est pas la voie à suivre. Et mieux, ici, le PAD ne s'est pas fondu à l'UP. Le PAD a créé l'UP, le renouveau. Oui, l'UP, le renouveau, mais l'UP existait bien avant. L'UP, je suis le renouveau dans l'UP. Voilà. Je suis le renouveau. Je suis du parti du renouveau démocratique. Donc, je suis le renouveau. Et vous avez compris également que pour ne pas heurter les uns aux autres, nous avons choisi nos deux emblèmes. Ça dit que ici, l'expérience que je vis au sein de l'UP Le Renouveau, maintenant, elle est conviviale, elle est fraternelle, elle est digeste. Vous voyez comment est-ce que l'UP Le Renouveau, de par sa première expérience à l'élection, a gagné la sympathie du peuple béninois. Première expérience, là où il peut y avoir de mésententes, obtenir près de 50% de voix, alors que nous avons besoin de 55 députés, nous en avons eu 53, oui. Et 48, et quelques, c'est énorme pour une première expérience. Donc alors, je pense que c'est une responsabilité que le peuple, dont le peuple nous charge, et que nous devons essayer d'assumer avec dextérité. D'accord. Honorable, nous allons filer à l'Assemblée nationale. La Cour constitutionnelle, dans sa dernière décision, a tranché deux questions majeures qui semblaient diviser un peu les parlementaires, les postes à occuper par les députés de l'opposition. Je veux parler des démocrates au niveau des commissions permanentes. La deuxième question des concepts, je le disais dans mon introduction, de minorité, de majorité qui n'étaient pas assez clairs dans les têtes au regard de la nouvelle configuration du Parlement. Qu'avez-vous retenu de cette décision des 7 sages? Tout comme vous, la Cour, de par sa délibération, a clarifié un certain nombre de concepts qui semaient de doute au Parlement. Je reconnais qu'on a aussi créé un peu qui reste encore à gérer dans mon esprit. Ça, c'est personnel à moi. Ah oui? Ah oui, de la décision, la Cour en a clarifié de bon, et puis a créé de doute un peu également. Bon, alors, premièrement, il faut reconnaître que la Cour a fait taire désormais le débat sur le concept minorité et majorité. Pour d'aucuns, la minorité ne s'exprime pas ceux qui s'opposent à l'action du gouvernement. Et pour d'autres, la minorité s'interprète comme un groupe inférieur à un supérieur. Qu'est-ce qu'on appelle supérieur? L'UP Le Renouveau a 53 députés à l'Assemblée nationale et donc constitue une majorité, quand bien même que la majorité elle est relative. Elle n'est pas absolue par rapport au nombre de députés à l'Assemblée. Mais il est resté que dans notre appréciation, il y a après nous 2 minorités ayant 28 députés. Comme ce n'était pas du goût d'autres, ils ont saisi la Cour. La Cour clarifie pour dire, en réalité, après l'installation du bureau de l'Assemblée, il n'y a plus rien qui doit se faire de la structuration sans tenir compte de l'étalon de l'Assemblée. Et l'étalon de l'Assemblée, c'est le groupe parlementaire. Et donc, vous n'allez plus entendre dire minorité-majorité. Donc, il y a 3 groupes parlementaires à l'Assemblée. Et c'est au prorata de leur nombre que tout ce qui a désigné ou élection à faire
c'est au prorata de leur nombre que ce serait fait. Donc la Cour a très bien fait de nous aider à nous éloigner de ce débat. Et cela constitue non seulement un ciment pour la solidarité du groupe, pour un travail mieux à faire au Parlement. Également, la Cour pouvait demander dans sa délibération à l'Assemblée nationale de se réunir de fait. Parce que l'Assemblée étant donnée qu'elle est appelée à connaître de la décision, on peut, dans le respect des institutions, demander à l'Assemblée de se réunir de fait. Mais la Cour a fait l'injonction. Mais ce n'est pas pour la première fois, nous en avons connu une fois. A fait l'injonction à l'Assemblée de ne pas outrepasser un délai qu'elle a fixé elle-même. Quoi, le 27 juin? Le 20. Le 20. Ah, d'accord. Le 20 pour les démocrates pour désigner. Le 20 ne le faisait pas, le 27. Le 27 pour l'Assemblée. Alors, le 20, injonction, le 20 pour les démocrates, le 27 pour l'Assemblée. Oui, c'est une injonction. C'est une injonction. Bon, est-ce que c'est bon? Ça vous dérange? Parce que vous insistez là-dessus. Ça me dérange un tout petit peu. Pourquoi? La Cour pouvait demander à l'Assemblée de bonne foi de se réunir de fait. Maintenant, la Cour me dira, et sur ça, c'est une fenêtre de son pouvoir de régulation. De son pouvoir de régulation, la Cour dira qu'elle a surfé sur les dispositions contenues dans les articles 35, dans l'article 35 de la Constitution, qui appelle à notre devoir de travailler autant que nous sommes. Tout cadre, tout citoyen promu à un poste d'élection ou de nomination doit travailler avec conscience, probité. La Cour dira que c'est pour ça. Et on ne peut pas lui dénier justement cette n'est-ce pas un souci de voir un peu les commissions? Et c'est pour cela que j'ai dit que la Cour peut être dans un bon rôle de faire ça. Mais par contre, je dois d'abord rappeler votre attention sur ce que, au terme des dispositions contenues dans l'article 124 de la Constitution, surtout en ses alinéas 2 et 3, la décision de la Cour est sans recours et s'impose à toutes les institutions, à toutes les structures. Voilà. C'est pour cela que vous avez l'Assemblée, étant donné qu'elle est appelée à en connaître de la décision, n'avait aucun autre rôle que de s'y conformer. Ce que nous avons fait le mercredi passé. Et là où le point se pose, par contre, la décision de la Cour, étant sans recours, n'empêche pas d'opiner sur le contenu, la sémantique de la décision. Et c'est là où j'ai un peu de doute je continue de creuser. Parce que de la décision, vous devez lire que la Cour 1 rappelle de la requête. Il y a des citoyens qui ont saisi la Cour constitutionnelle visant des articles de la Constitution violés pour demander à la Cour de déclarer contraire à la Constitution l'acte qui a été pris à l'Assemblée nationale. À savoir que la Commission a proposé une clé de répartition. Et cette clé qui a été votée à l'Assemblée. Et donc pour ces citoyens, aussi bien le président de l'Assemblée que la Commission, le président de la Commission ont violé donc la Constitution. La Cour revient au soutien de sa décision, déclare que ce qui a été fait à la Commission et proposé à la plénière, voté par la plénière, n'est pas contraire à la Constitution. Donc ça veut dire que le document présenté par la Commission et voté
par la plénière est conforme à la Constitution. Par contre, au même moment, la Cour dit les deux postes en ballottage doivent être partagés aux deux groupes minoritaires. Je n'ai pas vu le support juridique à la lecture qui permet de partager, parce que ce que la Commission a proposé à la plénière et qui a été ratifié, ce n'est pas exactement ce que la Cour a demandé. La Cour a ses motivations. Je n'ai pas fini. Donnez-moi 2 minutes pour mieux comprendre là où je vais. Parce que pour la décision là, c'est pas que le fait de commenter de trop. Nous devons nous interroger autant que nous sommes en tant que citoyens et responsables. Nous devons nous interroger sur les limites des juges constitutionnels. Parce que la Cour, dans sa délibération, dit je donne des juges constitutionnels ou de décision. Les limites des juges constitutionnels dans l'interprétation et dans les décisions. Pourquoi je le dis? Il y a que 2 postes en ballottage. La Cour dit je donne un poste au BR, je donne un poste aux démocrates. Au soutien de quel élément juridique? Et c'est première chose. La majorité. Cette jurisprudence a créé un autre problème qui fait appel à une conséquence de droit. Parce que quoi? J'ai pris la Constitution depuis, je suis en train de creuser, j'ai lu fatigué, je n'ai pas trouvé à aucun endroit là où la Constitution a donné droit, a donné le pouvoir à la Cour de légiférer. Parce que ce faisant, la Cour vient de légiférer. La Cour vient de prendre la loi, il a légiféré à la place des législateurs. Pourquoi? Vous prenez par exemple le poste que la Cour a attribué aux démocrates. Oui. Vous prenez la loi sur la CDBH. La Commission des droits de l'homme. Oui. Vous prenez la loi. La loi dit que l'Assemblée désigne 2 représentants à cette commission. Mais la Cour, dans sa décision, dit vous donnez un à l'opposition. La loi n'a jamais dit ça. Il y a une conséquence de droit. Donc, ça appelle à une rélecture de la loi sur la CDBH. Est-ce que c'est pas un peu... Ce n'est pas de la responsabilité de la Cour de légiférer. Il y a la majorité. Le dualisme de la loi, c'est entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. La Cour ne légifère pas. Sauf cas de revirement jurisprudentiel, ce précédent, parce qu'on ne pourra plus faire la désignation sans réviser la loi. Honorable, permettez-nous de comprendre également à travers la question. N'est-ce pas souci d'équilibrer les choses? Non, la Cour n'a pas de souci. Lorsque l'article 35 de la Constitution dit que tout le monde, tout citoyen, doit travailler avec conscience, probité, la Cour même est dedans, parmi les citoyens. Donc la Cour n'a pas à aller au-delà de ce que la Constitution prévoit. La Constitution dit que c'est les députés qui légifèrent. Et ils ont le dualisme de loi avec le gouvernement qui fait des projets de loi. Mais donc la Cour n'a jamais dit, la Constitution n'a jamais dit que la Cour constitutionnelle peut légiférer. Oui, mais quand la Cour interprète, on est dans une instabilité. Parce que l'Assemblée nationale peut voter désormais des lois et la Cour refuse et fait d'autres lois. Vous savez, quand on recourt d'exception de constitutionnalité, par exemple, la Cour est amenée parfois à interpréter les dispositions de la Constitution sur certaines lois. Est-ce que ce n'est pas un législateur négatif, comme certains aiment le dire, d'une certaine manière? Et quand les démocrates, dans la position, par exemple, qui est la vôtre par rapport à la décision de l'acceptation des propositions de la Commission, de leur côté aussi, est-ce qu'ils ne seraient pas en train de se réjouir qu'un poste leur soit attribué comme ça par jurisprudence? Non, mais vous savez, moi je suis un légaliste. Et en tant que tel, là où il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'interprétation. Ça dit que du pouvoir de régulation de la Cour constitutionnelle, si par exemple la loi avait quelques difficultés d'interprétation, la Cour peut se positionner. Donc la loi n'a pas dit qu'il faut donner à l'opposition. Donc la Cour n'a pas à interpréter pour dire je donne ça à l'opposition. La Cour a précisé dans sa décision de donner à l'opposition. Et la loi n'a pas dit ça.
C'est une situation juridique. Ce qui vous dérange, c'est de préciser. Ça, en tant que citoyen, la Cour n'avait pas à légiférer. C'est ce faisant, la Cour a pris la loi. C'est la Cour a légiféré la place. La Cour pouvait attirer l'attention des députés à reprendre ou à voir la loi là pour qu'il y ait équilibre. Parce qu'en réalité, en donnant à l'opposition, surtout dans cette commission, ça équilibre. Mais la Cour n'avait pas. Moi, je ne suis pas dérangé par rapport à ce qu'on a attribué aux démocrates. Mon souci n'est même pas là. Mais c'est de dire, étant citoyen, la Cour n'avait pas à légiférer parce que ça, cette responsabilité, ce pouvoir n'est pas dévolu à ses compétences. Non. Peut-être que la Cour se disait que le Bloc républicain et la majorité et l'Union progressiste, le renouveau, s'entendraient pour occuper... La Cour n'a jamais dit ça. La Cour a dit que ce que nous avons fait n'est pas contraire à la Constitution. Donc la Cour a dit que ce n'est pas contraire. Et même la Cour dit que les talents de la structuration, les talents sur lesquels on doit surfer, s'établir pour trancher les questions à l'Assemblée nationale, c'est les groupes parlementaires. Donc la Cour a déjà tout dit. Mais ici, que la Cour précise, là où la loi, elle est claire, elle n'est pas en conflit, elle n'a pas de doute, là où la Cour précise et légifère, ce n'est pas de ses attributions. Est-ce que ce n'est pas pour prévenir un conflit? Quand il y a 3 groupes parlementaires et 2 postes à pouvoir, vous avez la responsabilité de la Cour de légiférer. Vous êtes sûr que si la Cour ne se prononçait pas sur la question, vous allez pouvoir... Mais la Cour doit se prononcer au soutien des tests, de dire telle a raison ou telle a tort. Lorsque vous avez 2 à discuter de quelque chose, quelqu'un doit forcément avoir raison. Lorsque vous êtes 2 à discuter de quelque chose, quelqu'un doit avoir raison. C'est d'ailleurs pour ça que la Cour est là, pour réguler. Mais son pouvoir de régulation, pas la fenêtre qui est ouverte de jouir de ce pouvoir, la Cour, j'estime en tant que citoyen, ça n'engage que moi dans mes analyses de la décision. La Cour n'avait pas à légiférer. Alors, après cette décision DCC 23-2 115 du 13 juillet 2023, nous avons remarqué les députés, les démocrates qui n'ont pas été visiblement du tout d'accord, même s'ils se sont exécutés dans le délai précisé par la Cour. Ils s'attendaient sûrement à autre chose de la part de la haute juridiction. Avez-vous eu la même impression? Non, mais c'est à eux que la Cour a fait la faveur. Donc, ils ne peuvent pas être mécontents de la Cour. Donc, je leur dis félicitations, puisque les démocrates, vous pensez que... Oui, mais bien sûr. Je leur ai dit, c'est des amis, je leur ai dit qu'ils sont chanceux. La Cour leur a donné un pouce, donc ce n'est pas grave. Maintenant, moi, mon point de vue, de voir quand même que dans les instances comme ça, que tous les courants de pensée se retrouvent, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Et puis moi, j'estime que même la raison fait quand même que au-delà de ce qui est infranchissable, nous pouvons nous entendre sur un certain nombre de choses. Parce qu'il faut vous dire que l'Assemblée est le haut lieu politique de la nation. Et donc, toute position que vous obtenez là-bas, vous l'obtenez par le droit, par la loi. Et donc, lorsque vous voyez que quelque chose a été acquise et qui ne relève pas de la loi, il faut savoir que c'est une négociation. C'est ça qu'on appelle le consensus. Mais à la place des députés, vous n'auriez pas fait cette sortie? Puisque vous dites que quelle sortie a fait... Quelle sortie, par exemple? La loi prévoit qu'il y ait 2 représentants, par exemple, qu'il y ait 2 représentants. Partout où on devait, si vous voyez par exemple la clé de répartition, on a respecté le nombre de chacun de par son groupe parlementaire pour le faire. Donc il n'y a pas de contestation nulle part. La vérité, par exemple, eux déboutés, ils ne sont pas d'accord. Je vais vous dire, mes frères, chers amis, il n'y a que 2 postes en jeu pour 3 groupes parlementaires. Nous ne sommes pas des saints. Maintenant, le premier groupe majoritaire prend un poste. D'office. Il reste un poste. Et voilà que la loi prévoit que c'est l'Assemblée nationale qui est représentée là-bas et non opposition et minorité. C'est l'Assemblée nationale. Lorsqu'il s'agira, et la Commission a prévu qu'on amène le seul poste qui reste là au vote à l'Assemblée nationale. C'est le groupe majoritaire qui va prendre. Ça là, c'est pas un péché, ça.
Ça, c'est pas un péché. Moi, j'en ai subi au temps de l'Union fait la nation, où ceux qui régnaient en ce moment ont tout pris et nous ont rien donné. C'était à l'Assemblée nationale. Ça, c'est pas un péché. Un groupe, dans une démocratie, un groupe majoritaire a toujours fait sa volonté. Mais il faut faire à la limite du raisonnable. Donc alors, sur 2 postes, comment, avec notre bonne foi, comment est-ce qu'on peut faire alors qu'il reste un poste pour 2 groupes? Il faut voter. Il faut que la Sur la répartition dans les commissions, les démocrates sont toujours insatisfaits. Ils sont dans tout. Ils sont dans la tout. position. Non, ils ne sont pas insatisfaits. Ils sont pas insatisfaits. Mais c'est ce qu'ils ont dit à l'opinion. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils n'ont pas dit ça. Moi, je n'ai pas écouté ça. Puisque c'est au prorata de leur nombre qu'on leur a attribué ce qu'on leur a attribué. Tout ce qui est resté en ballottage, si c'est 2, et qu'on doit amener ça au vote, si c'est ballottage, c'est la commission propose qu'on amène au vote à la plénière étant souveraine. Donc il n'y a pas encore un péché. La commission peut être nourrie et connaître de tous les débats. Mais lorsqu'on arrive à la plénière, la preuve, nous avons fait une première clé de répartition qu'on a amenée à la plénière. La plénière nous a renvoyé à la commission, puis c'est ma commission. La commission des lois, c'est ma commission. Donc la plénière nous a renvoyé pour dire non, qu'elle n'est pas d'accord pour cette clé. Et nous sommes retournés. Et comme à la commission, ce n'est pas un travail politique qui se fait là, c'est un travail technique. Hein? La commission est un organe technique pour l'Assemblée et inspire aussi bien la conférence des présidents et la plénière. Donc, la plénière reste souveraine. Vous pouvez tout faire à la commission, vous venez à la plénière. Si la plénière n'est pas d'accord, la plénière vous renvoie. Comment la plénière dans sa souveraineté s'arrange pour laisser les postes de secrétaires généraux aux démocrates? Vous dites que vous n'avez pas écouté le nouveau. Mais nous on l'a suivi. Vous savez, c'est tout comme notre pays vient de naître. Je vous ai dit, moi, on m'a forcé pour être secrétaire général, pour être secrétaire dans la commission des lois là en 2011. Parce que les gens étaient plus forts que nous. Nous étions de l'opposition, ils avaient un nombre numériquement fort que nous. Donc, exactement, l'histoire se réédite. Bon, si c'est l'histoire qui se réédite, je ne sais pas, mais les gens nous l'avaient fait. Et ceux qui nous l'ont fait aujourd'hui, vous le leur rendez. Non, mais c'est pas ça. Mais ceux qui ont fait hier, c'est eux qui refusent de subir ça aujourd'hui. C'est eux qui refusent. Ceux qui ont fait ça hier là, c'est eux qui refusent aujourd'hui. Le monde est injuste. Alors, si ça doit être pris de cette façon-là, si ça doit être pris de cette façon, le monde est injuste. On dit que en 2011, allez consulter l'histoire de notre assemblée. En 2011, exactement les mêmes faits. Il y en a aujourd'hui parmi ceux qui sont même de la majorité aujourd'hui, qui étaient de la majorité d'hier. Et ils nous ont imposé d'aller prendre les secrétaires dans les commissions. On a servi la Cour. La Cour a dit non. C'est justement dans ça que la... la Cour a dit, et c'est ça qui a fait la jurisprudence. Donc, maintenant, pourquoi aujourd'hui ceux qui ont fait ça hier, pourquoi ils trouvent que c'est absurde quand même de dire ça? Pourquoi ils trouvent qu'aujourd'hui ce n'est pas bien? On dit souvent que nous devons faire dans la vie. Honorable, on dit souvent qu'un sage assis voit plus loin qu'un jeune. Évidemment. Oui. Évidemment. Si le poste en ballottage, pour finir sur la question, oui. On laissait la possibilité ou la latitude à l'Assemblée de choisir ou de désigner, c'est que le BR, quoique minorité à l'Assemblée, reste foncièrement de l'UPR. Oh, ben vous savez, on pourrait imaginer déjà... Vous savez ce qui se passe à l'Assemblée? C'est souvent compliqué. Hein. L'Assemblée est toujours, depuis 1991 jusqu'à présent, mais je trouve qu'il y aura une stabilité. Mais j'attends. Ça veut dire que l'Assemblée est restée toujours à géométrie variable. Hein. Je vous donne un exemple très simple pour illustrer ce que vous dites. Nous sommes partis à l'Assemblée à l'installation le 12 janvier et 12 février pour l'installation. Mais il y a 3 qui ont voté en plus des 28 que les démocrates ont. Ça dit qu'ils ont eu jusqu'à 32 et 33 parfois. Donc il ne faut pas... Est-ce que cela voudrait dire que les lois en souffrance proposées par les démocrates, vous savez, celles que j'indexe du pouce, vous pourriez, entre majorité présidentielle, discuter entre vous pour leur accorder, si cela était utile, la possibilité de voir cette loi?
C'est pas moi, c'est pas moi qui fais. C'est-à-dire qu'ici, il y a une loi, on se voit en commission, et toutes les tensions sont dans les commissions, on propose à la plénière. C'est à la plénière d'en décider. Moi, je ne sais pas, déjà, je ne peux pas savoir. Vous êtes ouvert, vous, Charlemagne Renfort je suis dans un groupe politique. Ce n'est pas Charlemagne Renfort qui compte. Ce n'est pas Charlemagne Renfort. C'est mon groupe politique qui compte dans ce débat. S'il y a un bien à faire, c'est au sein de ce groupe. S'il y a quelque chose à dire, c'est au sein de ce groupe. Moi, en tant que bien formé politique de mon parti, et ayant créé le Renouveau, vous me voyez faire autre chose que ce que le groupe va décider après discussion, échange entre nous. Ça me caractérise. Alors, au Parlement, on a appris au début de la législature que vos collègues de l'opposition ont déposé une loi d'amnistie aux fins de faire libérer le professeur Joël Ayivoy, la ministre Ricky Amakdougou. Qu'en savez-vous? Seriez-vous prêt au niveau de l'UPR à céder à cette démarche de vos collègues de l'opposition? Belle question, belle question. Mais je serai succinct. Première chose, je n'ai pas été encore informé de ce que l'UP, mon parti, le Renouveau, a été approché pour connaître de la question. Donc si dans la démarche de nos amis, ils approchaient l'UP, le Renouveau, sûrement on va nous appeler et la discussion sera menée au sein donc de la formation. Mais retenez quand même que sur cette question, c'est pas, il ne faut pas faire de grands tabous autour. C'est que l'État n'a pas que les bras qui sanctionnent. L'État a aussi les bras qui relèvent, qui chérit, qui conseille et qui renforce. D'ailleurs, il y a une loi sur la suppression des peines en plus du Bénin. Vous savez, celui qui veut pardonner, lui, il est toujours auréolé. C'est-à-dire que celui qui veut pardonner, s'il pardonne, il est applaudi par tous. Et donc, celui qu'on veut pardonner, c'est beaucoup plus à son niveau que le problème se pose. Parce que, si vous n'avez pas d'humilité en vous, vous pouvez résister et dire que je ne veux pas qu'on me pardonne comme ça. Lorsque vous prenez par exemple la loi sur la suppression des peines, il suffit, si aujourd'hui par exemple, n'importe quel dans lequel qui trouve que vraiment il veut recouvrer sa liberté, il prend son bic écrit et adresse ça au chef de l'État. Même la nuit de l'indépendance, on peut le sortir. Hein. C'est-à-dire que c'est prévu par les mécanismes juridiques, enfin, légal et juridique de notre pays. Mais maintenant, que ce n'est pas la voie de la loi d'amnistie, donc il faut que la question soit posée avant que je puisse l'aborder. Ce n'est pas encore posé ni à la commission, ni au sein de ma formation politique. Vous avez On peut aller à autre chose. D'accord. On verra bien ce que ça va donner. On va parler maintenant 2026, si vous le voulez. Comment ça se prépare au niveau de l'UPR? Nous avons vu récemment Abdoulaye Biotchane et Joseph Diogbeno qui se sont vus. La question était-il au cœur de leur rencontre? Je ne suis pas dans le couvent. Vous faites partie. Je ne suis pas dans le secret de ce que les deux autres ont dit, mais je voudrais quand même... Vous ne partagez pas les informations? Je voudrais quand même vous dire que le peuple béninois a très clairement, après les élections législatives de 2023, de janvier 2023, a donné rendez-vous à l'UP Le Renouveau pour janvier 2026 et avril 2026. Il a donné rendez-vous et c'est pour ça d'ailleurs vous voyez que la mission assignée au président Diogbeno est très claire. Il n'est dans aucune autre structure. Il a été appelé à quitter même l'Assemblée afin de se focaliser sur le rassemblement à l'interne du parti. Et il faut que le parti soit à son interne bien rassemblé afin de rassembler le Bénin. Donc c'est un rendez-vous qui est pris et nous sommes très conscients de ça. Et ensemble avec vous et ce peuple à qui je fais énormément confiance, nous allons trouver les mécanismes justes pour passer avec succès donc ce rendez-vous qui est donné par le peuple. Ça dit que l'Union progressiste, le renouveau est en train de nous préparer à avoir pour une foi un politique préparé par une formation proposée telle qu'elle qui va accéder à la magistrature suprême. Bien évidemment. Tout le monde engage.
Et si Patrice Talon, parce que deux partis, deux grands blocs et d'autres soutiennent sa politique de gouvernance, si Patrice Talon décidait autrement, vous êtes trouvé aussi à des ententes comme en 2021 où vous, tous, partis soutenant la mouvance présidentielle, avez soutenu le candidat Patrice Talon. Travaillons d'abord à rassembler le parti à l'intérieur pour rassembler le Bénin. En son temps, je peux revenir encore vous dire si c'est juste ou si c'est pas juste. Alors que dites-vous alors de ces mouvements qui suscitent déjà des candidatures? On sent que ce ne sont pas forcément des gens qui appartiennent à l'un ou l'autre des blocs ou encore des partis que nous connaissons au pays. Ce sont des mouvements circonstanciels qui se créent. Qu'en dites-vous? Je crois que ça ne viole pas la Constitution. Et du moment où ce qu'ils font ne viole pas la Constitution, ils sont dans une légalité et ça appelle à l'animation aussi de la vie politique, la vie publique. On a pensé ce qu'ils font jusqu'à présent là, c'est légal. On a pensé avoir résolu cette question lorsqu'on a parlé de constituer des blocs forts. Non, c'est pour que les partis politiques puissent gagner. Maintenant là, la Constitution n'a pas dit qu'on ne peut pas avoir des mouvements qui animent la vie politique. On n'a jamais dit ça. Donc ce qu'ils font ne viole pas la Constitution. Et donc du coup, ça, ils sont en train d'animer la vie politique de la nation, ainsi fait. Une vocation. Donc il faut laisser animer la vie politique, c'est légal, non? Donc quoi ça gêne? Non, ça ne gêne pas. Mais si ça ne gêne pas, avançons. Nous avons. Vous permettez qu'on vous pose des questions honorables. Alors, on avait dit quand même que cette manière de faire, de créer un peu partout des mouvements, qu'il faudrait changer un peu la donne. Est-ce que ça viole la Constitution? Ça ne viole pas la Constitution. Si ça ne viole pas la Constitution, vous n'avez pas l'impression que les partis sont un peu trop silencieux? Les partis ne sont pas silencieux, chaque parti travaille. Vous ne savez pas la stratégie qu'ils se sont donnée pour atteindre leur objectif. Nous, par exemple, à l'UP, le renouveau, nous n'avons pas besoin de crier. Donc vous laissez. Nous sommes à l'étape actuelle, nous sommes bientôt, vous allez voir diligenter sur le terrain des responsables des délégations pour mettre sur pied les structures à la base. Mais en attendant, c'est ça qui focalise présentement notre attention. Mais les mouvements dont vous parlez, leur action ne viole pas la Constitution. Ils sont dans une légalité et ils animent ainsi la vie politique de la nation. Ce que les partis traditionnels ne font pas. Les partis politiques sont en train de faire, puisque je vous ai dit que l'UP, le renouveau, sera sur le terrain pour installer les structures. C'est ça. Vous avez vu, le président Diobono, il est focalisé à ça. Parce qu'il y a des nouveaux adhérents à l'UP, le renouveau, qu'il faut intégrer dans le dispositif. Hein? Donc, il y en a tellement que nous ne voulons pas crier, nous voulons quand même, au terme de rendez-vous donner satisfaction à ce peuple que nous estimons et que nous avons bien. D'accord. On espère que très bientôt vous allez nous revenir pour nous dire ce qui se fait réellement dans la perspective de 2026. Alors, 63 ans d'indépendance du Bénin. Le parcours du Bénin, pour vous, à quoi cela ressemble? C'est assez, si on doit parler en termes d'âge, 63 ans, c'est pratiquement l'âge de la sagesse. Est-ce que nous en avions suffisamment fait pour être sage au Bénin avec ce que nous avons entamé comme parcours depuis 1960? D'abord, à l'entame de l'émission, je n'ai pas manqué de saluer, de féliciter donc ce peuple, ce vaillant peuple. Je crois que pour ma part, j'ai gardé toujours ma fierté d'appartenir à ce peuple. Pourquoi? Pour deux raisons simples. 1960, 2023, 63 ans. Ce que nous devons constater aujourd'hui, c'est que nous avons les symboles sur place. Les symboles, ça dit, nous avons une constitution, nous avons un gouvernement, bien sûr, nous avons une administration, nous avons une armée et nous avons une justice. C'est tout ceci qui amène chaque gouvernement à prendre des initiatives selon ses ambitions pour la nation et de faire ce qu'il peut courant son mandat. Et tous les gouvernements successifs n'ont pas manqué de faire ce qu'ils peuvent. Mais on l'a constaté de plus spécifiquement les 7 dernières années où notre pays est en mutation, en transformation d'emblée. Vous voyez aujourd'hui, j'ai des amis qui viennent d'un peu partout,
Lorsqu'ils rentrent dans Cotonou, ils se perdent. Donc tu es obligé d'envoyer les chercher parce qu'il y a une transformation au point. Et ces infrastructures qui sont réalisées, quelle as-tu d'abord d'infrastructures? Infrastructures de qualité qui vont durer dans le temps. Et mieux, tout ceci qui est réalisé constitue déjà un acquis, désormais un acquis. Quand bien même il y en a encore un peu à régler, ceux qui vont venir après vont faire ce qui n'a pas été fait aujourd'hui. Est-ce qu'on peut en dire autant d'autres grandes villes, Porto Novo, Mais vous allez à Allez à Paracou, allez à Porto Novo. Je viens tout droit de Paracou. Oui, mais qu'est-ce que vous constatez dans Paracou aujourd'hui? Ayez l'honnêteté de dire au peuple que ça a changé. Bon, allez à Porto Novo. Allez à Porto Novo. Mais ayez le courage de le dire. Mais allez un peu partout aujourd'hui. Allez dans les Calazi. Allez un peu partout. Ça dit que l'honnêteté politique et citoyenne recommande que ce qui est fait de bien, il faut quand même le reconnaître et donc parler de ce qui reste, ce qui est fait déjà fait. Patrice, tous les chefs d'État, selon vous, à la tête du Bénin depuis 60? Ou vous pensez que... Ce qui est sûr, évident, à votre âge, ce que vous avez vu le président Patrice Talon réaliser en moins de 10 ans, hein, crève l'œil. Ça crève l'œil. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui reste, qui n'a pas pu faire, je souhaite que, même s'il n'est plus là, que quelqu'un puisse le faire en bien. Mais il a mis la barre tellement haute que le défi qui attend le prochain est grand. C'est pas ce que nous disons facilement. Alors, nous sommes dans les dernières minutes. Est-ce que pour vous, les mentalités ont évolué? Parce qu'on continue encore de traîner des tares, la corruption qui ne finit pas, le niveau de développement de notre pays n'est pas toujours perçu par les populations. Quelle analyse vous faites des mentalités de 60 à nos jours? Ce qui est sûr, Paris n'est pas construit un jour. Et donc c'est progressivement que nous allons rentrer dans la danse. Mais aujourd'hui, il suffit d'avancer le nom de Talon pour dire Talon viens, tu te ranges. C'est déjà un bon début. C'est déjà un bon début. Même si d'aucuns pourraient interpréter ça comme dictature ou autre chose, il est resté quand même que notre pays a continué d'être un pays d'état de droit. Alors, les Béninois, tels que je les connaisse et je les pratique, tous les jours que je les aborde, ils ont besoin d'être sensibilisés. Donc c'est l'effet du bâton et de carotte. Le bâton et la carotte. Il ne faut pas tenir que le bâton. Donc les mentalités, selon moi, évoluent. Donc il faut essayer de voir ce qui reste à régler. Et ce sera votre mot de la fin. Mais c'est fini, je ne peux pas... Oui, bon, le temps presse peut-être, mais quelques petits... d'accord. Alors c'est fini, le temps passe vite. Je voudrais vous remercier pour donc ce plaisir, comme je vous l'ai dit, à me faire, et dire trois petites choses à l'endroit du peuple béninois. Le premier, c'est à l'endroit du chef de l'État. Je voudrais le féliciter pour ce qu'il a fait jusqu'à présent et lui dire les relais. Lorsque on entend un peu tout ce qui se passe, je lui dis d'abord de garder rigueur sur l'essentiel pour que le pays ne dévie ou que ces hommes n'aillent dans tous les sens. Parce que c'est à lui d'abord que le pays est confié en tant que premier responsable. Mais lorsque vous abordez, deuxième chose, vous abordez les gens aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a la misère et que ça ne va pas. Et en tant qu'élu, je lui demande aussi de voir de ce côté le social. De voir ce qu'il faut faire pour que les 2 ans et demi ou les 3 ans qui lui restent pour boucler son mandat, s'il peut faire quelque chose. Lorsque tu les interroges, tu vois que unanimement, ils s'accordent de ce que le président de la République fait est bon, il travaille bien, mais on ne mange pas bien. Donc s'il y a à desserrer la ceinture quelque part, il faut desserrer. Il faut desserrer au président de la République, je vous le demande. Deuxième chose, je m'adresse à nous autres qui sommes des responsables, qu'il s'agisse de l'opposition ou de la mouvance, qu'on essaie de relever nos débats. On peut mener le débat sans aller aux injures. On peut mener un débat en accompagnant le peuple à comprendre.
C'est vrai que l'opposition ne parlera pas le même langage que la mouvance, mais il faut le faire avec grande responsabilité. Et à la fin, c'est au peuple béninois. Au peuple béninois de rester serein et de toujours garder le cap tel qu'il a toujours fait pour donner de la visibilité à son pays, en le positionnant à l'égard des pays comme le Sénégal qui veulent nous ravir la vedette de la démocratie, alors que depuis des années 90, le Bénin est leader, donc de transcender les difficultés pour qu'on puisse mettre notre place de leadership en termes de démocratie. Et à vous, journalistes, félicitations pour le travail professionnel et nous avons besoin d'être accompagnés par vous. Je vous remercie. Merci Charmant Ronfort pour ces différents mots de la fin. Merci à vous Franck Aounou, aux côtés de qui j'ai animé cette émission. Charmant Ronfort, député à l'Assemblée nationale, Union progressiste Le Renouveau, était notre invité ce dimanche. Merci à toute l'équipe technique. À très vite.